Bonjour Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. La famille, je vous propose le sujet d'aujourd'hui en réaction aux propos tenus par une dame caucasienne sur un plateau d'LCI, où il était question d'aborder le sujet de la chute ou du déclin de natalité dans le monde occidental. Je vous laisse écouter ces propos. Est-ce qu'il y a un petit côté, disons les choses, ceux qui vous reprochent ça disent un petit côté défense de la, alors le mot va beaucoup choquer, mais race blanche, c'est-à-dire notamment chez un certain nombre de conservateurs américains qui disent le monde change trop vite et les sociétés occidentales traditionnelles ne sont pas assez défendues. Est-ce que ce discours vous fait peur sur ce plateau ou est-ce qu'au contraire vous l'approuvez? Guillaume Roquette, il a été très clair. Lui, il dit bravo, c'est vrai, voilà. Ou certains disent non, c'est quand même un peu inquiétant, il y a un petit côté, disons, racialiste. Jean-Luc Mélenchon, il assume une position très différente en disant la créolisation, c'est très bien. L'immigration remplace le déficit de natalité en Europe et ça se passe très bien aussi, c'est son point de vue. Il y a une solution quand même, parce que je vous rappelle que la natalité, ça concerne les femmes d'abord, parce que c'est les femmes qui font des enfants. Un homme, il n'en faut pas beaucoup. Il faut juste un homme pour beaucoup de femmes et on va y arriver. Mais il faut donner envie aux femmes de faire des enfants. Et aujourd'hui, les femmes n'ont plus envie de faire les enfants dans le monde de folie que les hommes nous créent. Les hommes qui font les guerres, qui vous voyez dans quelle insécurité vivent les femmes aujourd'hui. Pas partout. En Afrique, grand dynamisme. Les femmes sont violées, les femmes sont excisées, personne ne les demande si elles veulent faire des enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans la société libre. Je ne sais pas la famille si vous avez entendu comme moi. Rembobinage. En Afrique, les femmes sont violées, les femmes sont excisées, personne ne les demande si elles veulent faire des enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans la société libre où la femme peut disposer encore de son Pas tout, corps. pardon. Alors, attention, il y a quand même une grande partie des Africaines, bien sûr, il y a tout ce que vous dites, mais une grande partie des Africaines qui sont libres de leur choix. Oui. C'est très bien, mais si le choix de ces femmes faire des enfants, mais elles n'ont pas la possibilité de développer les carrières, de faire les grandes carrières, de travailler, de faire, je ne sais pas, développement interne, personnel poussé. Donc, le problème de la natalité dans le monde occidental, c'est que les femmes ne veulent plus faire des enfants, et tant que les hommes ne vont pas nous créer les possibilités, programme on de n'en Trump. fera pas. Après, on ne ferait rien du tout. Donc, cette dame, pour répondre à la question qui lui est posée sur la chute de la natalité dans le monde occidental, elle accuse les hommes occidentaux de ne plus donner envie aux femmes occidentales de faire des enfants. Parce qu'ils créent des guerres partout. Et donc, du coup, le monsieur lui dit, mais il y a pourtant des guerres, ce qui sous-entend, bien sûr, il y a pourtant des guerres en Afrique, mais pourtant, le taux de natalité est en hausse. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Ben, ce que vous avez entendu. Le monsieur la relance en lui disant, non, mais toutes les femmes ne sont pas violées, toutes les femmes ne sont pas excisées, elles arrivent quand même à avoir des enfants. Elle renchérit et elle dit, mais elles n'arrivent pas à faire carrière, ces femmes. Elles n'arrivent pas à faire du développement personnel. Il y a une sœur, Zéla Panthère, qui a fait une courte vidéo sur ce sujet. Cela m'a été envoyé par une amie. Et du coup, je me suis dit qu'il est important quand même que l'on parle de ce qu'est la femme noire. Parce que visiblement, des personnes telles que cette dame, qui ne connaît même pas qui elle est, parce qu'on va lui rappeler dans cette présentation qui elle est, qui ne sait même pas qui elle est, se permet d'insulter tout un continent. Sur le continent, on recense 1,3 milliard d'habitants, dont la moitié est féminine. Donc, ça veut dire qu'elle vient d'insulter 700 millions de femmes. Elle sous-entend que nos hommes, donc si les femmes sont violées, elles sont violées par qui? Mais par des hommes. Et qui sont ces hommes qui violent? Ben, les hommes noirs. Ça veut dire que non seulement elle insulte la femme noire, mais elle insulte aussi l'homme noir. Et donc, comme on ne peut pas laisser passer ça en 2024, nous allons la recadrer, cette dame caucasienne, parce qu'elle va savoir à qui elle s'adresse. Et elle saura que plus jamais, elle ne s'adressera à une femme noire. Générique.
Eh bien, chers abonnés, nous allons commencer par renommer cette dame parce qu'une dame qui insulte tout un continent ne mérite pas le respect du dit continent. Et donc, nous allons l'appeler Miss Yamnayet, en tout respect. Miss Yamnayet. Pourquoi Yamnayet? Eh bien, le mot est une dérivation que je fais du mot Yamnaya. Et c'est quoi Yamnaya? Eh bien, il faut savoir que sur le site Science et Vie, vous allez trouver un article qui a été écrit par Thomas Cavaillefol, qui a été publié le 25 septembre 2019. Et qu'est-ce qu'il dit? L'article, il est déjà titré Yamnaya, le peuple fantôme de l'Europe. Qu'est-ce qu'il dit? Nous descendons d'un peuple qui ne figure dans aucun livre d'histoire, les Yamnaya. Donc, il parle des peuples caucasiens. Car l'analyse de notre génome est formelle. Près de 40% de nos gènes sont hérités de ces guerriers qui, venus du nord de la mer Noire, conquirent l'Europe il y a 5000 ans. Une origine sanglante, que cet auteur sort de l'oubli. L'article continue et dit que les livres d'histoire ne la mentionnent pas alors que c'est sûrement la conquête de l'Europe la plus triomphale jamais menée. À la charge des historiens, cette campagne fantôme eut lieu il y a environ 5000 ans quand un peuple de nomades quitta ces steppes du nord de la mer Noire à cheval sur l'actuelle Ukraine et la Russie pour marcher en direction de l'ouest. Seul l'océan Atlantique stoppa cette avancée. Car désormais, l'histoire est aussi une affaire de fouilles génétiques et les Yamnaya viennent d'en apporter une preuve éclatante. Selon une étude publiée en 2015, près de 40% du génome des Français est hérité de ce peuple. Toutes les populations européennes actuelles portent une importante ascendance Yamnaya dans leur ADN. Je vous fais suivre une courte vidéo qui explique encore plus ce que c'est. Les Mayas? Non, des Yamnaya. Les Yamnaya. Tout à fait. Moi, je descends des Yamnaya. Et moi, et la grande majorité des Européens actuels. Comment, pourquoi, quand? Alors, les Yamnaya, en fait, c'est un peuple qui habitait les steppes au-dessus de la mer Noire, en actuelle Ukraine et Russie, qui était nomade il y a un peu plus de 5000 ans. Bon, ils ont laissé des traces écrites? Ils n'ont pas laissé de traces écrites parce que justement, ils ne connaissaient pas l'écriture. Les Européens d'alors non plus n'avaient pas d'écriture. Il n'y avait d'écriture qu'en Égypte et en Mésopotamie à cette époque. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leurs gènes. Et vous et moi, en France, avons 35% environ de gènes qui proviennent d'une ascendance Yamnaya. 35% c'est gènes. énorme. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai, jusqu'à 5000 ans après, 35% de gènes Yamnaya? Alors, ce que pensent les chercheurs, ça n'a pas dû arriver ça ne devait pas être pareil partout en Europe, mais certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Pourquoi ce mot concerne cette dame? Mais parce qu'elle est d'origine ukrainienne et qu'elle est la descendante directe des peuples Yamnaya. Donc, nous allons l'appeler Miss Yamnayet. Passons maintenant à la présentation qui aura un double objectif du coup. Donc, le premier objectif, ça va être de recadrer cette dame, donc de lui apprendre de l'histoire des femmes noires. Et le deuxième objectif, ça va être d'enseigner nos petites sœurs pour qu'elles sachent d'où est-ce qu'elles viennent, pour qu'elles sachent quelle est la puissance de la femme noire. Présentation. J'ai utilisé cette présentation reine et héroïne d'Afrique. Que peut-on dire en guise d'introduction? Eh bien que l'histoire africaine regorge de femmes puissantes et influentes. Des reines aux guerrières, en passant par les résistantes, ces figures ont façonné le continent. Je vous invite donc à découvrir ensemble l'héritage remarquable qu'elles nous ont légué. Nous sortirons un petit peu aussi des frontières de l'Afrique pour représenter des figures noires qui ont brillé à travers le monde et notamment aux États-Unis et dans les Caraïbes. Cette présentation va se faire en 3 rubriques. Donc, la première rubrique va concerner les reines et les souveraines. La deuxième rubrique, les guerriers militaires, donc les résistantes et les figures anticoloniales. Et la troisième rubrique, on aura les inventrices et les sportives. Découvrons en premier la première ministre de l'histoire de l'humanité, qui est le Jati. Le mot Jati est la fonction de premier ministre en Égypte antique. Et donc,
Cette dame, donc, que vous voyez en jaune dans la palette de Narmer que j'ai représentée ici, vous allez voir le hiéroglyphe qui est par-dessus, ben, c'est écrit Tchat, au fait. Et donc, c'est la fonction de Premier ministre. Vous voyez bien que c'est une dame. Et c'est cette dame-là qui a mis en place la Constitution qui a permis de gouverner l'Égypte antique pendant 3000 ans derrière. Il y a eu des réformes, bien sûr, mais c'est elle qui est à la base de cela. C'est cette dame-là. Nous sommes au moins 3200 ans. Notre Miss Yamnayet, je ne sais pas à quel niveau elle est. Elle, dans sa civilisation, je pense qu'elle est au stade embryonnaire, pendant que nous, on établissait les constitutions. Allons-y découvrir le deuxième personnage, donc, qui est Pséchet, qui est femme, médecin, physicienne de l'histoire de l'humanité. Nous sommes au moins 2700 ans. Si on tient compte des données archéologiques émanant des fouilles, donc, elle a vécu, elle, comme je vous ai dit, il y a moins de 1700 ans et elle est la première femme à avoir eu un haut poste, un haut statut professionnel dans la société antique. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de différence de compétences ou de salaire entre les hommes et les femmes. Cela n'existait pas en Égypte antique. Et donc, de nombreuses femmes pouvaient devenir experts en physique, en mathématiques, en architecture et en médecine. C'est la documentation qui nous permet de conclure ça, la documentation. Et donc, il faut savoir que des documents historiques révèlent qu'il existait un corps professionnel officiel de femmes médecins en Afrique noire durant l'ancien empire égyptien. Donc, nous sommes ici entre moins 3000, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre moins 3200 et moins 2263 ans. Il y avait un corps professionnel des femmes médecins, architectes, physiciennes et autres. Allons découvrir une autre figure majeure qui est Néfertiti, dont vous avez déjà sûrement entendu parler, la grande épouse royale qui a vécu à la 18e dynastie entre 1300 ans et 1333 ans avant notre ère. Le nombre de représentations murales sur Néfertiti reflète l'importance de son rôle qui aurait été plus important que celui du pharaon, donc son époux. Car en plus de prendre des décisions politiques et militaires, elle exerce une grande emprise sur son époux qu'elle poussera à mener des réformes religieuses. Continuons avec la reine Hatshepsut, pharaon magistrale, première femme qui a été intronisée selon tous les rites requis pour être un pharaon, la reine Hatshepsut. Eh bien, elle devient la première femme pharaon d'Égypte antique en moins 1478 ans. Elle encourage le commerce et lance des grands projets architecturaux. Son règne marque une période de paix et de prospérité pour l'Égypte ancienne. Christiane de Roche-Noblecourt, qui est une dame qui a mon respect. Pourquoi? Parce qu'on respecte les personnes de bonne foi, contrairement à toi, Miss Yamnayet. Eh bien, ta congénère Christiane de Roche-Noblecourt, tu devrais prendre exemple sur elle, indique qu'il s'agit d'une petite fille d'une coudée de long, donc en termes de taille, au visage triangulaire marqué d'une finesse, d'un grand charme et d'une noblesse extrême. D'une noblesse extrême. Je vais vous lire un extrait de ce livre, Chancellor William. Ma sœur Nzé la Panthère avait déjà lu quelques extraits, mais je vais vous lire là-dessus sur ce qu'il dit sur Hatshepsut. Et donc, dans ce livre, à la page 174, il dit « Hatshepsut était en fait l'un des esprits les plus brillants qui ait jamais accédé au trône de la nation. Elle a occupé 2 fonctions durant son règne. Celle du Premier ministre, chef du gouvernement, et ensuite de reine de plein droit. Elle œuvrait donc activement pour les relations qui tenaient au cœur des grands dirigeants africains. Donc l'expansion du commerce extérieur, les relations diplomatiques internationales, le perfectionnement de la défense nationale, de grands programmes de construction d'édifices publics, la sécurité au nord et au sud par la paix ou par la guerre est l'un de ses projets favoris. La construction d'une grande marine nationale pour le commerce et la guerre. Sa réussite pour la plupart de ses projets en fait d'elle l'une des grandes personnalités de la race noire. Nous sommes en moins 1478 ans. Miss Yamnayet, tu étais encore très loin, mais alors là, très loin de la civilisation. Passons maintenant à une autre figure majeure qui est la reine Makeda, que tout le monde connaît sous le nom de la reine de Saba. Puissante reine d'un royaume d'Afrique de l'Est, donc du coup de l'Éthiopie, nous sommes ici en moins 1500 ans. Elle est très connue aussi pour la rencontre et les liens qu'elle a pu tisser avec le roi Salomon qui a permis de renforcer les relations entre les 2 royaumes. Passons maintenant aux reines Kandake,
qui sont des tacticiennes militaires. Et donc, ces reines, c'est vraiment une série de reines qui ont régné pendant plusieurs siècles sur l'espace qu'on appelle aujourd'hui le Soudan. Et donc, ces reines, à partir de au moins 332, ben, elles ont régné dans cet espace-là. Elles se sont succédées, au fait. Et donc, il faut savoir qu'elles sont plus connues sous le nom Candace. Donc, sur Internet, si vous souhaitez enfin avoir plus accès, vous tapez Candace. Et avec Candace, ben, vous aurez l'historique de ces dames guerrières-là. Et donc, les Kandake de Meroé étaient des reines du royaume de Kouch, donc dans l'actuel Soudan. Et elles sont des fines stratèges militaires. Pourquoi? Parce que l'une des épopées qui retrace l'histoire d'une reine Kandake est la stratégie qu'elle avait mise en place pour repousser les troupes d'Alexandre le Grand en Afrique, imposant son autorité sur l'Éthiopie et faisant d'elle une figure militaire respectée dans le monde antique. Il y a plusieurs femmes qui se sont succédées du coup à la tête de ce royaume en tant que dirigeants. Et donc, il faut savoir d'abord que le terme Kandake, au fait, signifie la femme qui dirige. Ça signifie aussi ben, l'épouse royale ou la reine-mère. Et donc, il y a plusieurs, comme je vous ai dit, femmes reines Kandake qui ont dirigé cette partie-là, donc qui ont dirigé à partir de Meroé tout l'espace Soudan. Donc, on a par exemple la reine Shanak Dakete, on a la reine Amanirinas, on a la reine Amani Shaketo, mais ça, tout ça, vous pouvez trouver sur Internet, il suffit de taper Candace. Et donc, ce sont vraiment des reines qui ont brillé par leur malice. Du coup, il faut savoir qu'il y a d'autres reines dont je ne pourrais pas m'étaler ici parce qu'il y en a plusieurs et la présentation va être un petit peu longue. Donc, je vais les citer pêle-mêle. Donc, la reine Fatima Al-Fari, par exemple, vous avez les dates auxquelles elles ont œuvré ou régné. On a Queen Moremi Adjasoro, on a Malan Aloua, on a la reine de Côte d'Ivoire, on a Mbouya Neanda, on a la reine Dete Yala, par exemple. Et en plus de ça, on a en Égypte antique, par exemple, la reine Néfertari, dont je n'ai pas parlé, et la reine Tsi aussi, qui sont des figures majeures qui ont œuvré. Nous allons maintenant passer à la deuxième rubrique qui va concerner les femmes guerrières et militaires. Allons découvrir Amina de Zaria, reine guerrière, qui arrive au trône sur un royaume du côté du Nigeria au XVIe siècle. Elle est reconnue pour ses conquêtes, car elle étend les frontières de son royaume par des conquêtes militaires. Et aujourd'hui, Amina a laissé un royaume très prospère, car tout ce qu'elle a fait est encore visible aujourd'hui. Passons à la reine Zinga, donc la résistante congolaise. J'espère que vous la connaissez, elle est connue du grand public. Et donc, si vous ne la connaissez pas, eh bien, il faut savoir qu'elle était la reine du Ndongo et du Matamba, de 1582 de notre ère à 1664. C'était une résistante qui a mené une lutte acharnée contre la colonisation portugaise. Et ça a été une stratège aussi. Elle a utilisé beaucoup la diplomatie et la guerre pour protéger son peuple et son royaume. Il y a Zéla Panther qui avait déjà lu un extrait sur ses prouesses. Je vais vous lire un autre extrait du même livre de Chancellor Williams, de ce qu'il dit sur la reine Nzinga. La plus grande action de Nzinga, c'est à la page 447. La plus grande action de Nzinga, celle qui fidèle assurément l'une des plus grandes femmes de l'histoire, fut réalisée en 1624 lorsqu'elle déclara tout le territoire de l'Angola sous son contrôle comme un pays libre. Tous les esclaves qui franchissaient ce territoire et venant de n'importe quelle contrée étaient libres à jamais. Elle alla même plus loin. En effet, comme il était clair que pour elle, le pouvoir blanc en Afrique reposait manifestement sur l'utilisation des troupes noires contre les peuples noirs, elle entreprit le premier effort majeur d'organiser minutieusement pour entraver et détruire l'emploi efficace et l'utilisation des soldats noirs par les Blancs, devenant ainsi la seule et première leader noire à entreprendre, de mémoire de l'homme, une telle tâche. Le chapitre sur la Nzinga dans ce livre est tellement long que je vous préconise de l'acheter et de le lire. Dans ce livre, il explique bien en fait toutes les stratégies qui ont été mises en place, notamment celle de confronter les Portugais et les Hollandais qui venaient à la base prendre des captifs sur son territoire à elle. C'est très intéressant. Je vous invite à l'acheter.
Pour ce qui est de la reine de Nzinga, il faut savoir qu'en plus de Chancellor Williams, dans ce livre de Wab Li Tal, donc celui-là, de la reine de Saba à Michelle Obama, ben, à la page 68, il dit ceci. Donc la reine Nzinga, redoutable chef militaire, la reine Anne Nzinga d'Angola possédait la dureté masculine et le charme féminin et les a utilisés tous les deux en fonction de la situation. Elle mit en œuvre plusieurs stratégies pour empêcher l'Angola de tomber entre les mains des Portugais. Elle sut rallier les États voisins à sa cause et les amena à se dresser contre l'envahisseur. Elle réorganisa son armée et aguerrit ses soldats par des exercices d'endurance. Elle sut mener, déloger des régiments africains bien équipés, enrôlés dans l'armée d'occupation, et les convaincre à rejoindre ses troupes. Elle leur offrait en échange des terres et des fortes récompenses. Elle plaça sa police secrète sur le port de Luanda pour espionner les nouveaux débarquements de troupes en provenance de Lisbonne ou du Brésil. Voilà ce que fit notre stratège militaire et reine Anne Nzinga. Passons maintenant à la suite avec notre maman Tassi Yangbe. Donc, du coup, qui a régné sur le trône de Webaja, donc le royaume de Dahomey, ou d'Antiomé, si on veut, de 1708 à 1711. Il faut savoir qu'elle est la fondatrice légendaire du régiment des Agodiers du Dahomey, une unité militaire exclusivement féminine. Et donc, par la suite, allons voir les Agodiers du Dahomey, les guerrières légendaires. Donc, c'était des combattantes d'élite. Donc, c'était un régiment, elles appartenaient au régiment que la reine Tassi Yangbe avait mis en place. Donc, c'était un régiment militaire féminin redoutable du royaume du Dahomey. Elles ont combattu les armées coloniales jusqu'en 1894, s'il vous plaît, plus d'un siècle. Et leur loyauté était de mise, car elles étaient le garde-corps du roi et le symbole de la puissance du royaume. On parle ici des Agodiers du Dahomey et non des Amazones. Les Amazones qui sont un groupe de guerrières légendaires souvent décrites dans la mythologie grecque comme vivant dans un espace matriarcal guerrière. Elles ont été mentionnées par des auteurs anciens comme Homère et ont inspiré de nombreux récits de représentations artistiques. Cependant, la question de savoir si les Amazones sont un mythe ou si elles reposent sur une réalité historique reste débattue. Ça veut dire qu'on est dans les à peu près. L'existence réelle de ces Amazones n'est pas attestée aujourd'hui. Donc ici, nous ne sommes pas dans les « il se pourrait », peut-être que, et éventuellement, si on trouve des ossements ici et là, on pourrait attester que non, nous sommes dans les faits. Les Agodiers ont existé. C'est documenté. On a les documents. C'est attesté. Donc, nous sommes dans les faits. Il ne s'agit pas ici d'un mythe ou d'une légende, enfin, comme on pourrait parler des centaures, par exemple. Donc, il s'agit des faits. Les Agodiers ont existé. Et elles ont lutté pendant plus d'un siècle ici. Je vous propose maintenant de passer à la magnifique reine Ranavalona III, qui a vécu de 1861 à 1917. Et il faut savoir que c'est la dernière reine de Madagascar qui a régné sur le trône malgache de 1883 à 1797. Donc, les faits marquants liés à cette monarque, il faut savoir qu'elle a lutté contre la colonisation française. Elle a régné exactement du 30 juillet 1883 au 28 février 1897, période marquée par des efforts continus et finalement vains pour résister aux desseins coloniaux de l'empire colonial français. Passons maintenant à la figure de notre reine et guerrière Mama Ya Asantewaa, l'âme de la résistance Ashanti. Nous sommes en pays Ghana, donc le nom de la reine c'est Ya Asantewaa. Elle est reine-mère des Ashanti de 1840, entre 1840 et 1860 jusqu'à 1921. Elle a mené une rébellion contre les Britanniques en 1900. Je vous invite à faire un tour en Éthiopie avec l'Itege Taitu Betul. Il faut savoir que Itege veut dire impératrice en langue amharique d'Éthiopie. Et donc, elle est l'épouse du Négus. Le Négus, c'est l'empereur. Elle est l'épouse du Négus Ménélique II, empereur d'Éthiopie. Donc, l'impératrice Taitu Betul a joué un rôle clé dans la défaite des Italiens à la bataille d'Adwa
le 1er mars 1896. Je vous demande de retenir cette date, le 1er mars 1896, la bataille d'Adwa. Je souhaite marquer un petit temps d'arrêt pour vous expliquer un petit peu cette bataille d'Adwa-là. Pourquoi je vous demande de retenir cette date, le 1er mars 1896? Eh bien, il faut savoir que la bataille d'Adwa oppose les troupes coloniales italiennes conduites par le général Oreste Barichelli et les troupes éthiopiennes, donc conduites par Litege et le Négus, donc Taitu Betul et Ménélik II. Avant ça, il faut savoir que l'Éthiopie était prise en étau entre la Grande-Bretagne qui occupait une partie de la Somalie et la France qui occupait l'Érythrée. Donc, il y a 3 puissances coloniales autour de l'Éthiopie, donc la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Eh bien, l'Éthiopie fait face à une armée mécanisée avec une supériorité militaire technologique. Mais le miracle va s'opérer grâce à une stratégie élaborée par cette dame que vous voyez à l'écran. Il faut savoir qu'elle ordonne l'encerclement de nombreux cours d'eau qui se trouvent en Éthiopie. Et lorsque les troupes coloniales italiennes descendent pour attaquer l'Éthiopie, ils se retrouvent privés d'eau et de nourriture car les consignes avaient été données par cette dame. Donc, nombreux vont mourir par soif et par manque d'alimentation. C'est ce qui va faire que l'Éthiopie puisse gagner cette bataille d'Adwa le 1er mars 1896. Donc, c'est une date à retenir. La bataille d'Adwa a été gagnée par l'Éthiopie. Donc, l'issue de la bataille a vu les troupes éthiopiennes gagner face aux troupes italiennes. Cette bataille doit nous rappeler la bataille de Vertières dont on ne parle jamais. C'est l'équivalent de la bataille de Dien Bien Phu au Vietnam. Et donc, c'est vraiment, ces dates-là doivent rester dans nos esprits comme étant les jours à fêter, des jours à célébrer parce que nous avons gagné. Et nous avons gagné énormément de batailles avant d'être vaincus, même si la guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette dame, cette grande dame africaine, Taitu Betul, Litege Taitu Betul. Je vous invite maintenant à aller découvrir Salokaïs, princesse de Gao. Et donc, le royaume de Gao a existé du 7e siècle jusqu'au 13e siècle. Et donc, elle est connue pour son courage et son leadership. Elle a joué un rôle politique significatif dans la protection et la prospérité de son royaume en influençant la scène politique et militaire. Ça, c'est ce qu'il y a à retenir de la princesse de Gao. Je vous invite maintenant à faire un tour au Royaume Congo où nous allons découvrir une figure majeure de la lutte de libération, donc Kimpa Vita, qui a vécu de 1684 à 1706. Et donc, il faut savoir que Kimpa Vita est née vers 1684 au Congo. Elle a montré dès son jeune âge des dons spirituels et a affirmé recevoir des visions divines. Et donc, elle a voulu, dans ce sens, ramener son peuple à un christianisme authentique africain, car vous savez, les troupes coloniales étaient déjà installées dans cette zone. Et donc, elle fonde le mouvement antonianiste, prônant que Jésus-Christ était africain et cherchant à unifier le Congo, divisé par des conflits internes et d'influence européenne. C'était une stratégie qu'elle avait mise en place. Et donc, quelques années plus tard, elle est accusée par les autorités religieuses et politiques, donc les esclavagistes, qui voyaient en elle une menace pour l'ordre établi. Donc, Kimpa Vita va être capturée malheureusement et tuée en 1706. Allons maintenant à Haïti découvrir Sanité Belair, qui a vécu de 1781 à 1802. Qui est Sanity Belair? Il faut savoir que c'est une héroïne de la révolution haïtienne et figure emblématique de la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Elle a été une combattante et une lieutenant de l'armée révolutionnaire aux côtés de son mari, le général Charles Belair. Connue pour son courage et son leadership, elle a activement participé au combat contre les troupes coloniales françaises. Elle est capturée par les forces françaises en 1802. Elle a été exécutée par décapitation. Demandez-moi pourquoi. Après avoir refusé de montrer la peur devant la mort. Donc, Miss Yamnayet, Sanité Belair, elle a refusé de montrer la peur devant la mort.
Et c'est pourquoi tes congénères colons esclavagistes l'ont décapité, devenant ainsi une martyre pour la cause de la liberté. Son nom est honoré à Haïti comme un symbole de résistance et de bravoure. Elle paraît même sur un des billets de la monnaie haïtienne. Je ne sais pas trop de quel billet il s'agit exactement, mais elle apparaît sur l'un des billets de la monnaie en Haïti. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur Sanité Belair que nous célébrons. Passons maintenant à une autre figure majeure de la lutte contre l'esclavage, donc qui est Solitude. Tu vois, même les femmes enceintes combattent. Et donc, nous sommes en Guadeloupe, il s'agit de Solitude, nous sommes autour de 1802. Donc, c'est une figure de la résistance guadeloupéenne. Elle a lutté contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon et a été exécutée en 1802 alors qu'elle était enceinte. Elle est devenue un martyr pour la liberté. Je vous invite à passer à Harriet Tubman, à notre maman Harriet Tubman, qui a vécu de 1822 à 1813. C'est à la base une esclave, donc une africaine noire, déportée, donc qui est devenue esclave, en fuite. Donc elle s'échappe de l'esclavage en 1849. Et elle aide, par sa fuite, elle aide à libérer des centaines d'esclaves à fuir via le chemin de fer clandestin. Et Tubman devient une figure majeure du mouvement abolitionniste américain. Passons maintenant à Annie Turnbull Malone. Qui est Annie Turnbull Malone? Eh bien, il faut savoir que Annie Turnbull Malone est la première grande femme d'Amérique philanthrope. C'est une femme courageuse et travailleuse qui a eu une audace extraordinaire pour son époque de mettre au point une gamme de produits pour cheveux afro. Une période post-esclavage où la ségrégation battait son plein. Donc, Miss Yamna Mayet, malgré la ségrégation, nous, Noirs, on entreprend. Il faut savoir que la fortune d'Annie Turnbull est estimée dans les années 20 à 14 millions de dollars. Donc, toi, Yamnayet, Miss Yamnayet, va me trouver parmi tes congénères à la même époque une femme qui a autant de richesses par son entrepreneuriat, pas un héritage lié au père, pas par un héritage du mari, par son entreprise à elle. Je te mets au défi. Annie Malone fonde en 1918 la première école de formation au monde des produits cosmétiques. Les métiers allaient de simple vendeuse à directrice commerciale. Elle fonde Poro College, un établissement de Saint-Louis qui dispose des infrastructures communes au campus universitaire de l'époque. On y trouvait piscine, terrain de sport, laboratoire, cafétéria, dortoir, auditorium de plus de 500 places. Début du XXe siècle. Pendant que toi et tes congénères étaient dans les luttes pour avoir le droit de vote à travers les mouvements des suffragettes. Nous, on entreprenait. D'accord? Il faut savoir qu'en 1926, le collège qu'elle a fondé employait 175 personnes. En 1926. Elle a mis en place plusieurs points de vente franchisés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, aux Philippines à l'époque. D'accord? Tous ces points de vente franchisés employaient 75 000 femmes. Miss Yamna, il faut parfois savoir garder le silence. Hein? Allons maintenant découvrir Madame C.J. Walker, qui est une autre femme noire américaine à devenir millionnaire par l'entrepreneuriat et toujours dans les produits de beauté. Donc, c'est aux États-Unis et nous sommes entre 1867 et 1919. Nous avons une autre figure qui nous vient des États-Unis, qui est Rosa Parks. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui est une activiste américaine des droits civiques. Elle a refusé de céder sa place à un homme blanc dans un bus en 1955. Et cela a déclenché le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Nous sommes en 1955. Allons découvrir nos calculatrices humaines, donc, qui sont des Afro-américaines qui ont travaillé à la NASA. Elles ont été embauchées pour effectuer des calculs complexes à la main avant l'avènement des ordinateurs modernes. Elles ont joué un rôle crucial dans les missions historiques comme celle du programme d'Apollo malgré
des discriminations qui sévissaient à l'époque. Nous sommes dans les années 1930 jusqu'à 1960 et même au-delà. Allons maintenant aller découvrir d'autres figures dont je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les profondeurs. Il s'agit de Sarah Batman, par exemple, donc, qui est la Vénus au tantôt, qui est une martyre. Nous avons Marie-Joseph Angélique, nous avons Louisa Marie, nous avons Dorothy Hay et nous avons Aline Sitoé Diatta. Passons maintenant aux figures noires qui ont également brillé dans le domaine de l'invention, notamment avec Patricia Erabaf, que vous pouvez voir à l'image, qui a travaillé dans le domaine du traitement de la cataracte. Donc, elle invente la sonde laser Phaco et un système d'utilisation d'ultrasons. Nous avons également Mary Van Brittan Brown, qui invente en 1969 le premier système de vidéosurveillance qui comprend une caméra, une alarme et un interphone. Nous avons Mariam-Elisabeth Benjamin, donc, qui obtient un brevet en 1888 pour l'invention d'une chaise munie d'une sonnette destinée aux hôtels, au théâtre et aux centres médicaux. Allons maintenant découvrir toutes nos sportives qui font la fierté du monde noir. Donc, nous avons notamment, je vais les citer pêle-mêle parce que vous les connaissez, donc Serena Williams, Tirunesh Dibaba, Messeret Dafar, Marie-Josée Pérec, Simone Biles, Wilma Rudolph, Vivienne Cheruiyot, Laura Fessel, Alison Félix, Jackie Joyner, Clarisse Agbenienou, Lucie Descosses et beaucoup d'autres. Oui, quelques autres figures du 21e siècle, telles que Winnie Madikizela, plus connue sous le nom de Winnie Mandela, Simone Bagbo, Aminata Traoré, Christiane Taubira, Nathalie Yamb, Bibi Titi Mohamed, Lilian Goyou, Wangari Maathai, Fatoumata Kebe, Funmilayo Rassom. J'ai pas eu le temps de citer toutes, on ne peut de toute façon pas, il y en a tellement. Et donc, voici l'essentiel de ce que je pouvais vous dire sur les femmes, les figures majeures qui ont influencé les différentes scènes politiques, économiques, éducationnelles, militaires au niveau du monde noir et de l'Afrique noire. Maintenant, nous nous acheminons vers la fin. Que pourrons-nous dire à cette Yamnayet? Que pouvons-nous lui dire? Puisqu'elle ne sait pas ce que c'est que la femme noire. Que représente la femme noire? C'est quoi le matriarcat? Je vais vous lire un court extrait de ce même livre de La Reine de Saba à Michelle Obama. À la page 71, il dit qu'il est admis que le matriarcat est à la base de l'organisation sociale en Afrique noire. Dans les régions où le matriarcat n'a pas été altéré par une influence extérieure, donc religion ou colonisation, c'est la femme qui transmet les droits politiques. Car pour les Noirs africains, l'hérédité n'est efficace que quand elle est d'origine maternelle. Je reprends. Car pour les Noirs africains, l'hérédité n'est efficace que quand elle est d'origine maternelle. Ça veut dire que c'est la femme qui donne le nom chez nous. On donne d'abord le nom de la femme dans notre matriarcat parce que l'enfant est issu de la femme via le matriarcat, puis le nom du père derrière. Donc, on dira que c'est l'enfant de la mère, fils de, le nom du père après, ou fille de, le nom du père après. Et chez nous, les femmes ne sont pas anonymes comme chez toi, Miss Yamnaya. Nous avons des noms. Quand tu entends une femme qui s'appelle Ntsona, tu ne verras dans toute l'Afrique aucun homme s'appeler Ntsona. Ça n'existe pas. C'est un nom de femme donné par des femmes pour des femmes. Quand tu entends un nom comme Kenge, c'est pareil que Ntsona. C'est des noms de femmes. Il s'agit d'une femme. On n'hérite pas nécessairement de nom du père, comme c'est ton cas. On n'hérite pas nécessairement du nom du mari, comme c'est ton cas, parce que tu es anonyme. Soit tu portes le nom de ton père, soit tu portes le nom de ton mari. Mais c'est lié à ta structure patriarcale. Là-dessus, je vais te lire un autre extrait de l'Union matrimoniale dans les traditions des peuples noirs, où l'auteur Fatikine Camara cite ta consoeur Christiane de Roche-Noblecourt. Je le répète, tu devrais prendre exemple sur elle parce qu'elle, c'est une dame de bonne foi et qu'on respecte. Donc, je vais te citer un extrait qui est à la page 35.
où Christian de Roche-Noblecourt dit que la femme noire disposait de tous les droits. Dès sa naissance, aucune modification n'était apportée à son statut légal en raison de son mariage et de ses maternités. Sa capacité était pleine et entière sitôt sa majorité et son mariage naturellement. La femme égyptienne ne connaît pas la tutelle à laquelle fut contrainte la romaine. C'est ta consoeur qu'il dit. Chez nous, c'est la femme qui donne le nom. D'accord? Et l'homme, il est en accord avec ça. Pourquoi? Parce que je vais te définir encore une fois ce que dit notre imminent Cheikh Anta Diop sur le matriarcat. Écoute ça, ma petite Yamnayet. Donc, dans ce livre, L'union matrimoniale dans les traditions des peuples noirs, où il est question du statut juridique de la femme noire, en tout et de tout temps, notre érudit Cheikh Anta Diop nous dit que le matriarcat n'est pas le triomphe cynique et absolu de la femme sur l'homme. C'est un dualisme harmonieux. Une association acceptée par les deux sexes où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité qui est la plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté et défendu par lui. L'homme ici accepte le matriarcat. Il accepte que la femme puisse être libre. Il accepte que la femme puisse donner son nom. Il accepte que la femme puisse régner. Pourquoi? Parce que la femme est source de vie chez nous. La femme est créatrice, à l'image du divin. La femme porte les attributs du divin. Je vais te relire un petit extrait à la page 30 du coup, où Cheikh Anta Diop nous redit que le matriarcat ne repose guère sur la force physique, mais sur l'aptitude à faire germer et à protéger la vie. Il ne pouvait de ce faire que produire des institutions en phase avec ses attributs. Donc, je viens de te définir, Miss Yamnayet, ce que c'est que le matriarcat. Dans ce cadre, la relation entre l'homme et la femme n'est pas basée sur l'égalité stricte comme ça se passe chez toi, Miss Yamnayet. Il ne s'agit pas de dire que parce que j'ai lavé les assiettes la veille, que le mari doit laver les assiettes le lendemain. Mais sur une complémentarité harmonieuse. Chacun joue son rôle en alternance dans un équilibre qui renforce le bien-être collectif. La femme a les attributs du divin, comme je te l'ai dit plus haut, parce qu'elle est créatrice, elle est multiplicatrice. Chez nous, quand bien même le pouvoir nous appartient, on le partage avec nos hommes. On les respecte, on les élève. On ne parle pas beaucoup devant un homme, on respecte le principe qu'il incarne. On ne parle pas beaucoup devant un homme comme toi tu le fais là sur le plateau. Non, ne fais pas ça. On respecte le principe masculin. D'accord? Quant à l'idée selon laquelle les femmes africaines n'auraient pas de contrôle sur leur corps et sur les décisions qu'elles prennent, c'est un mensonge qui ne tient compte que de la diversité des expériences vécues sur ce vaste continent de 30 millions de kilomètres carrés. Si les violences et les oppressions sont réelles, elles ne définissent en aucun cas l'ensemble des femmes africaines, l'ensemble de 700 millions de femmes africaines. Elles sont des femmes fortes, des mères, des entrepreneurs, comme j'ai pu te le présenter. Elles sont des leaders politiques, des militantes, des scientifiques, des inventrices, des sportives. Elles ont toujours résisté et continuent de lutter pour leurs droits, leur liberté et leur dignité. Les héroïnes comme Hatshepsut, Candace, Amina, Anzinga et autres montrent comment la femme noire ont assumé des rôles militaires et politiques au plus haut niveau, défendant leur royaume et leur peuple avec ténacité.
Donc, si tu n'as rien à faire, Miss Yamnayet va t'occuper des cas de viol sur ton territoire, là où tu es, des cas de et de, d'accord? On dit chez nous, commence par balayer dans ta propre cour avant d'aller balayer chez le voisin. Et si tu n'as pas de balai là, mue-toi dans le silence, car parfois le silence est une vertu. D'accord? Réduire la femme noire à des victimes de violences, c'est ignorer leur courage, leur inventivité et leur force. Il est temps que tu t'éduques sur ton histoire non seulement, mais aussi sur l'histoire de la femme noire depuis l'Ève mitochondriale jusqu'à Simone Biles. D'accord? Éduque-toi sur tout ce qu'elles ont fait. C'est pourquoi je te laisse digérer cette masterclass, ma chère Yamnayet. Digère ça bien. Et si tu as un trouble de mémoire, Miss Yamnayet, laisse-moi te rappeler d'où vient le mot esclave. Eh bien, ça vient du mot slave. Je t'invite à aller te renseigner là-dessus, parce que c'est toi, c'est ton peuple qui a donné à l'univers esclavagiste son champ lexical. Avant qu'on ne vienne chercher les femmes noires pour les esclavagiser, ben c'est toi qu'on allait chercher, il faut le savoir, d'accord? On te vendait sur les marchés à Venise pendant le Moyen-Âge. Nous le savons aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, d'accord? Les riva degli Chiavoni, on le sait aujourd'hui. C'est toi qu'on a commencé par vendre. Donc, tu ne parles pas fort à la femme noire. Il faut baisser d'un ton, d'accord? Et pour finir, sache, ma Miss Yemnayet, que la notion même de civilisation est noire, féminine, africaine dans son essence, sa conception, sa mutation et son expansion. D'accord? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous mets juste après la bibliographie. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur le chemin de Kama.